L'on ne dispose pas d'assez de temps, l'on crée le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une situation importante, tu as une personne importante, tu as une activité importante qui sollicite ton attention. Il ne s'agit pas de savoir si tu as ou tu n'as pas assez de temps. Il s'agit de créer le temps pour ce qui est important. La question est donc de savoir comment créer plus de temps pour me consacrer aux activités importantes et avancer significativement dans ma vie et dans mes projets. Tu es peut-être de ceux qui en ce moment en ont trop le plat. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tellement de choses et tellement de personnes sollicitent ton attention et nécessitent ton intervention que tu ne sais plus où mettre la tête. Tu es tellement sollicité que tu as plus de choses à faire que le temps qui t'est imparti. Et tu te demandes comment est-ce que je vais faire. Tu manques les rendez-vous importants, tu manques de passer du temps avec des personnes qui sont importantes pour toi, tu manques de respecter des deadlines par rapport à ta vie ou par rapport à tes projets et tu te poses la question comment est-ce que je vais m'en sortir. Dans cette session, je vais partager avec toi des principes qui vont t'aider à créer plus de temps et je vais partager avec toi aussi 9 choses que tu dois absolument observer si tu veux créer plus de temps dans ta vie, parce que si tu as plus de temps que tu crées, tu pourras t'occuper aux activités encore plus importantes et ta vie va s'améliorer en qualité et en résultat. Donc, prends un bout de papier, prends un bloc-notes parce que ce que je vais partager avec toi va changer ta vie. Je me souviens, mon coach vocal, qui est en même temps l'un de mes mentors, m'a donné une leçon sur le temps que je n'oublierai jamais. Nous étions dans une session de répétition à cette époque-là. Nous préparions un grand concert gospel et il mettait l'emphase parce que c'est quelqu'un qui aime mettre l'emphase sur l'excellence. Il mettait l'emphase sur le fait que chacun d'entre nous devait prendre encore plus de temps pour travailler personnellement ses différentes parties dans le concert, ses interventions. Ça veut dire si tu étais instrumentrice, tu devais encore travailler plus. Si tu étais au niveau de la voix, tu devais encore travailler plus. Il était en train de mettre l'accent sur le fait qu'il fallait qu'on investisse encore plus de temps pour travailler chacun sa partie et qu'on investisse encore plus de temps pour travailler ensemble la mise en commun afin que le rendu final de notre musique soit quelque chose d'excellent et soit quelque chose d'impactant. Et ce jour-là, lorsqu'il partageait avec nous ses instructions, il y a certaines personnes qui ont commencé à lever le doigt dans le groupe musical pour dire j'ai des difficultés, en réalité, il y a telle chose qui nécessite mon attention, je ne suis pas sûr de pouvoir respecter tous les critères, je ne suis pas sûr de pouvoir être là à toutes les répétitions comme il faut. Et le coach vocal et mon mentor les a bien suivis et à la fin, il a posé la question de savoir est-ce que ce qu'on fait est vraiment important pour vous? Il posait la question à ces personnes. C'est parce que si ce qu'on fait est réellement important pour vous, écoutez ce principe et vous devez le garder. Lorsque c'est important, on crée du temps. On n'a jamais assez de temps. On crée le temps lorsque la situation ou la chose qui est en face de nous s'avère être importante. Et il a dit, si ça vous passionne la musique, si jouer dans ce groupe musical fait partie de quelque chose qui vous passionne et qui est réellement important pour vous, alors oui, vous avez des difficultés à ce moment parce qu'il y a d'autres choses qui nécessitent votre attention, mais vous allez créer le temps pour cette chose, pour ces répétitions, parce que ça vous passionne, parce que c'est important. Et il nous a dit ce jour-là que on reconnaît quelqu'un qui est passionné par 2 choses. Première chose, au lieu de trouver des excuses, il trouve des solutions. Et la deuxième chose, il crée le temps. On crée le temps pour ce qui nous passionne, on crée le temps pour ce qui est important. Et ce jour-là, j'ai reçu cette leçon et je marche et je vis avec ce principe depuis lors. Je me suis rendu compte que, en réalité, il nous manquera toujours le temps. Il ne s'agit pas de savoir si tu as assez ou si tu n'as pas de temps. Non, il s'agit de savoir est-ce que ce qui est en face de toi est important, parce que si c'est important, alors tu vas forcément créer du temps. Et les choses qui ne sont pas importantes, on les met de côté. Ça, c'est quelque chose que tu dois intégrer. Parce que beaucoup d'entre nous
nous n'arrivons pas à nous focaliser sur les choses importantes parce que nous pensons en termes d'avoir assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez d'heures que je peux consacrer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour toi de créer le temps. Maintenant, voici les principes. Et je veux que tu prêtes attention. Avant de te donner les 9 choses que tu dois faire pour créer plus de temps, je veux te donner des principes pour la création du temps que tu dois intégrer et qui vont faire en sorte que tu puisses faire les choix qu'il faut et que tu puisses prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir consacrer ta vie aux choses essentielles. Laissez-moi vous dire, celui qui contrôle ton temps contrôle ta vie. Si tu perds le contrôle de ton temps, tu as perdu le contrôle de ta vie. N'avez-vous jamais entendu des gens qui disent que c'est comme si j'ai perdu le contrôle de ma vie? Comment est-ce que tu sais que tu perds le contrôle de ta vie? Parce que les résultats que tu produis ne sont pas les résultats que tu désires. La personne que tu es en train de devenir n'est pas la personne que tu veux devenir. Et la qualité de la vie que tu as en ce moment, ce n'est pas la qualité à laquelle tu aspires. Quand ces éléments, tu les vois dans ta vie, ça veut dire que quelque part, sur le chemin, tu as perdu le contrôle de ta vie. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui contrôle ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire et ce que tu dois produire. Et l'un des moyens les plus simples de reprendre le contrôle de sa vie, c'est simplement de reprendre le contrôle de son temps. Reprendre le contrôle de ton temps, c'est reprendre le contrôle de ta vie, c'est reprendre le contrôle des activités sur lesquelles tu dois te focaliser, des activités dans lesquelles tu vas investir ton attention et ton énergie et des activités dans lesquelles tu vas exceller et produire des résultats extraordinaires. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça que le temps est aussi important. Ce qui rend encore le temps plus important, c'est que le temps, c'est une ressource que lorsqu'elle est perdue, elle n'est pas récupérée. Le temps que tu perds, tu ne le récupéreras jamais. Le temps même est plus important en termes de rareté que l'argent parce que je peux perdre de l'argent et je récupère ce que j'ai perdu. Mais si je ne peux pas récupérer le temps que j'ai perdu, alors économiquement parlant, le temps a plus d'importance que l'argent. Pourquoi encore? Parce que lorsque je consacre mon temps à faire des choses qui sont importantes, je peux totalement changer la qualité de ma vie. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, la qualité de ma vie est déterminée par ma façon de gérer mon temps ou de créer le temps pour les choses que je juge importantes. Maintenant, quels sont les principes de création de temps que tu dois intégrer? Si tu veux avoir la force qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut pour faire ce qui doit être fait et prendre les décisions qu'il faut prendre pour pouvoir créer plus de temps. Premier principe, créer du temps, c'est savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Très souvent, peut-être c'est le cas pour toi, lorsque quelqu'un se plaint qu'il n'a pas assez de temps, ce genre de personnes-là, très souvent, ce sont ce que j'appelle des plaire aux autres ou des plaire à tout le monde. Ce sont des personnes qui ont dit oui à toutes les sollicitations et ne savent plus comment se rétracter pour se focaliser sur des choses plus importantes. Si tu veux créer du temps, il faut que tu l'intègres dès aujourd'hui, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Vouloir reprendre le contrôle de ta vie, en reprenant le contrôle de ton temps, il faut que tu saches que tu vas faire des mécontents. Il y aura des gens qui ne seront pas contents du fait qu'ils ne peuvent plus utiliser ton temps comme ils le faisaient auparavant. Mais ça, c'est un signe que tu as repris le contrôle de ta vie. Les gens qui n'ont pas le temps, très souvent, ce sont des gens qui ont laissé les autres décider de comment leur temps sera alloué et comment leur temps sera utilisé. Donc, toi qui veux créer plus de temps pour toi, pour les choses importantes, pour ta vision, pour ton projet, pour ton business, pour ta relation avec Dieu, pour ton ministère, pour ta famille, pour ta santé, il faut que tu saches dès aujourd'hui que tu vas faire des mécontents. Et quand tu sais que créer du temps signifie que je ne peux pas plaire à tout le monde, alors lorsque tu as des personnes mécontentes, ça ne t'étonne pas comme si c'est quelque chose d'anormal. Surtout si tu as été avant une personne qui disait oui à toutes les sollicitations. Le jour où tu vas dire non à une personne à qui tu avais l'habitude de dire oui toutes les fois qu'elle te sollicitait, il va sans dire
que cette personne ne va pas apprécier. Parce que c'est comme ça les hommes. Ils s'habituent à la façon dont tu les gères, ils s'habituent à la façon dont tu gères ta relation avec elle, à telle enseigne que le jour où tu décides de changer, ça crée un problème comme si tu leur es redevable. C'est toi le gestionnaire de ton temps, c'est toi le manager de ton temps, c'est toi l'investisseur de ton temps. Tu veux créer plus de temps, sache que, premier principe, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, tu dois intégrer ça dans ta tête. Le deuxième principe, c'est que créer du temps, c'est aussi savoir que tu ne peux pas tout faire. Ah oui, tu ne peux pas tout faire. Même dans le business, même dans ton projet, tu ne peux pas aborder tous les axes. Tu ne peux pas suivre toutes les opportunités qui se présentent à toi. La maturité, c'est aussi cette capacité, au milieu de toutes les voies qui s'offrent à toi, de choisir une seule et de dire que c'est ici que je m'engouffre, c'est ici que je me focalise. Très souvent, les gens en ont trop le plat, les gens sont écrasés par le poids des activités parce qu'on ne veut pas laisser une opportunité. Mais allez lire toutes les biographies, étudiez, lisez. Vous verrez que les personnes qui ont fait de l'impact dans le monde entier et dans l'histoire, ce sont des personnes qui se sont focalisées sur une seule chose. Lorsqu'on parle de Michael Jordan, on pense à une seule chose au basket. Lorsqu'on parle de Serena Williams, on pense à une seule chose au tennis. Lorsqu'on parle de Bill Gates, on pense à une seule chose, Microsoft. Lorsqu'on parle de Steve Jobs, on pense à une seule chose, Apple. Ces personnes que nous admirons, dont l'impact continue de retentir de génération en génération, ce sont des personnes qui n'étaient focalisées que sur une chose. Donc, si tu veux créer le temps parce que tu veux te focaliser sur des choses plus importantes, automatiquement, il faut que tu intègres ça dans ton esprit. Tu ne peux pas tout faire. Il va falloir quoi? Décider ce sur quoi je dois me focaliser et ce sur quoi je ne dois pas me focaliser. Il y a tellement de choses. Je crois qu'il y a ce verset, ce n'est pas que je crois, il y a ce verset où Paul l'apôtre dit à une personne à qui il écrit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bénéfique. Et cette déclaration est pleine de sens, pleine de sagesse et pleine d'instructions qui peuvent nous permettre de créer plus de temps. Il dit tout m'est permis. Ça veut dire quoi? J'ai le droit de suivre toutes les propositions qui s'offrent à moi. J'ai le droit de suivre toutes les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai le droit de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais il dit qu'à la fin, même si tout m'est permis, tout ne m'est pas profitable. Ça veut dire que vouloir suivre toutes ces routes, vouloir s'engouffrer dans toutes ces opportunités, finalement, va faire en sorte que je ne serai pas productif, ma vie ne va pas faire de l'impact parce que je ne peux pas faire de l'impact en faisant plusieurs choses en même temps. Si je veux faire de l'impact, je vais devoir être sélectif pour dire que voici ce que moi je veux être, voici ce que moi je vais faire, voici ce sur quoi je vais me focaliser et les autres, je ne m'en occupe pas. Vous pensez que ceux qui font de l'impact n'ont pas d'autres options, n'ont pas d'autres propositions? Non, ces personnes ont des propositions, mais elles ont décidé de se focaliser sur ce qui est important. C'est pour ça qu'à la base, tu dois savoir qui tu es réellement. Quelle est ta mission de vie? Quelle est ta vision? Quel est l'impact que tu veux faire? Quels sont les résultats que tu veux produire, que ce soit dans ton business, dans ta carrière, dans ta famille, dans ton organisation? Tu dois le savoir avec précision. Parce que lorsque je connais ces choses, ça me permet de savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc ça, c'est un principe très important. Créer du temps signifie que tu dois savoir que tu ne peux pas tout faire. Troisième principe, c'est quoi? Créer du temps, c'est aussi établir les limites et les frontières. Beaucoup de personnes ont des difficultés là-dessus. Et je l'avoue, pendant longtemps, j'ai eu des difficultés à ce niveau. Si bien que quand j'avais à dire non à quelqu'un, j'avais l'impression
qu'il faille que je m'explique toujours. Et pour vous dire, pour la petite histoire, ça c'était l'une des reproches que mon épouse me faisait toujours. Elle me demandait toujours, pourquoi toutes les fois que tu as à dire non à quelqu'un, tu ressens le besoin de t'expliquer? Si tu ne peux pas répondre à une sollicitation, dis simplement non, je ne peux pas. Tu as le droit de dire non. Tu n'es pas dans un tribunal pour essayer de dire à quelqu'un non, je ne peux pas parce que c'était comme ça. Si quelqu'un me sollicite et que je ne peux pas répondre à une sollicitation, ou quelqu'un veut que j'investisse dans un projet, ou quelqu'un veut que je me focalise, ou il a besoin de mon attention et que je n'arrive pas à le faire, j'avais souvent de la peine à dire non. Et j'arrivais à dire non, je trouvais qu'il fallait que je lui explique. Si bien que si quelqu'un m'envoie un message et me dit que s'il te plaît, est-ce que tu es disponible demain à telle heure, j'ai une conférence, un séminaire avec des gens de mon groupe de travail, j'aimerais que tu viennes leur parler sur le mindset et la positivité. J'avais toujours l'habitude de dire oui. Ou si je veux dire non, je dis non, tu sais que j'ai tel coup, je dois intervenir ici, vraiment, il y a mon enfant qui est ceci. J'éprouvais toujours le besoin de lui dire des choses de ma vie parce que je veux me justifier. Et mon épouse m'a demandé pourquoi est-ce que tu te sens toujours obligé de justifier ton non? Et je peux vous dire que ça m'a pris des années. Et récemment, je discutais avec elle et je lui ai fait savoir que est-ce que tu sais que maintenant je dis non sans pouvoir, sans justification. Pourquoi? Parce que j'avais de la peine à établir les limites et à établir les frontières. J'avais de la peine et il y a beaucoup de personnes comme ça. Elles ne savent pas dire non. Pas parce qu'elle ne sait pas que ce qu'on lui demande, elle ne peut pas faire, mais parce qu'on a peur de dire non. Créer du temps va donc t'amener à établir des frontières et des limites et à dire aux gens, je ne peux pas, j'ai compris ton besoin, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas être là, je ne serai pas là, je ne peux pas t'accorder ce temps. Si tu ne peux pas faire cela, tu auras des difficultés. Tu auras des difficultés. Combien d'entre nous, nous avons planifié que pendant ce moment-ci, je vais me consacrer à cette activité qui est d'une importance capitale pour mon business, capitale pour ma carrière, capitale pour l'avenir de ma maison ou de mes enfants. Et pendant que tu y es, quelqu'un t'appelle ou quelqu'un dit qu'il veut te voir. Et parce que tu ne peux pas dire non, tu dis ok, viens alors. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu lui consacres ce temps. Le travail que tu devais faire, tu ne le fais pas. Le temps que tu devais allouer à cette chose importante, tu ne la fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire non. Mais il faut savoir, toi qui veux créer plus de temps, il faut savoir, par ces principes que je te donne, qu'il y a des choses à faire. Il faut établir des limites. Il faut pouvoir dire non. Non n'est pas un signe que tu manques de respect aux autres. Non veut dire simplement que c'est déjà planifié par quelque chose de plus important et que maintenant, je ne peux pas te consacrer ce temps. Donc, il faut que tu le saches. Tu veux créer plus de temps, il faut que tu puisses établir des limites. C'est important. Quatrième chose, quatrième principe. Créer du temps, c'est être conscient en permanence de ce qui est important. Vous savez, je peux savoir à un moment donné que voici les choses que je dois faire. C'est ça qui est important. Mais au fil de la journée ou au fil de la semaine ou au fil du mois, des fois, je perds le fil de ce qui est important et je commence à m'engouffrer dans des activités qui ont moins d'importance. Si tu veux créer du temps, il faut que tu aies constamment à l'esprit ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important cette semaine, ce qui est important ce mois. Tu dois avoir ça constamment à l'esprit. Pourquoi tu dois l'avoir constamment à l'esprit? Parce que les gens vont te solliciter. Les gens ont besoin de ton temps. Les gens veulent ton attention. Les gens veulent tes ressources. Les gens ont besoin que tu leur accordes ce que tu as de précieux. Mais il faut que tu saches qu'avant de dire oui à une personne, tu dois pouvoir comparer ce qu'il te demande avec ce qui est important pour toi. Ça me rappelle cette histoire. C'est terrible. Hein? C'est Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus qu'on appelle le sauveur de l'humanité. Celui qui est venu sauver le monde entier. Il arrive un jour qu'il se retrouve dans une ville hors d'Israël et qu'une femme, qu'on dit syrophénicienne, vient le voir en courant et vient lui dire que j'ai besoin de ton aide. Ma fille est en train de mourir. Vraiment, je sais que tu es le sauveur, j'ai appris que tu guéris, j'ai appris que tu fais des miracles extraordinaires. Viens au secours de ma fille, je t'en prie.
Tout le monde s'attendrait à ce que Jésus réponde favorablement parce que c'est quelque chose qu'il aimait faire. Il aimait aider les gens, il aimait venir au secours des gens, il aimait un certain nombre de choses. Mais vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce que Jésus lui a dit? Je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël et il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Écoutez bien. Jésus dit que je suis venu pour les enfants de la maison d'Israël et il n'est pas bon que le pain que le Père m'a envoyé donner à ses petits-enfants, je donne ce pain aux petits chiens. Il était en train de dire quoi à cette femme syrophénicienne? Vous êtes des petits chiens. Pour dire quoi? Ce n'était pas pour, en termes d'injure, vous n'êtes pas ma priorité. Ce qui est important dans la mission qui m'a été assignée par mon Père, c'est de me focaliser sur les petits-enfants. Et je ne peux pas me focaliser sur les petits chiens si je n'ai pas fait le plus important qui est les petits-enfants. Ça veut dire quoi? Il était conscient en permanence de ce qui est important. Et toutes les fois que quelqu'un venait pour le solliciter, il comparait la sollicitation de cette personne avec ce qui est important pour lui. Parce qu'il faut le savoir, ce qui est important pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et ne pense pas que tout ce... Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Dale Carnegie, d'abord, avait dit dans son livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », il dit que la personne que les gens aiment le plus, c'est elle-même. Ou il dit que les personnes sont intéressées par une seule personne, c'est elle-même. Et moi, j'ai ajouté, les personnes sont intéressées par elles-mêmes et par toute autre personne qui est capable de les aider à réaliser leurs objectifs. Si tu montres à quelqu'un que tu es là pour l'aider à réaliser ses objectifs, il sera tout aussi intéressé par toi que par lui. Donc, il faut savoir que lorsque les gens viennent vers toi, les gens sont intéressés par leur projet et par le fait que tu peux les aider à réaliser leur projet. Très peu de personnes, je dis extrêmement peu de personnes viennent vers nous parce que ce sont nos projets qui veulent faire avancer. Ils sont là pour leur projet et il n'y a rien de mal à ça. C'est légitime et c'est humain. Mais toi, tu dois en être conscient que les sollicitations qui me sont faites, ce n'est pas pour faire avancer mes projets, c'est pour faire avancer les projets de ceux qui me sollicitent. Donc, je dois être conscient de ce qui est important pour moi et je dois comparer ce qu'ils me proposent avec ce qui est important pour moi. Ça, c'est un principe important. Le cinquième, c'est que créer du temps va t'amener à prioriser ton temps. Ça, c'est l'une des techniques les plus puissantes si tu veux créer du temps. Il faut savoir que tu dois devoir établir le temps en fonction, de repartir ton temps en fonction des priorités. Ça veut dire que ce qui n'est pas prioritaire, qu'est-ce que ça va faire? Ce sera peut-être abandonné. Tu te focalises sur les priorités. Ce n'est pas tout ce qui est important qui est prioritaire. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de choses peuvent être importantes, mais en fin de compte, puisque ton temps est limité, tu ne dois te focaliser que sur ce qui est prioritaire. C'est aussi simple que ça. Parce que tu n'as pas assez de temps pour te focaliser sur toutes les choses. Ça, c'est la vérité. Je n'ai que 24 heures dans la journée. Je n'ai que 24 heures. Comment est-ce possible en 24 heures de pouvoir résoudre les problèmes de tout le monde? Et sur les 24 heures, combien de temps je passe en étant actif, plein d'énergie? Peut-être 12 heures, peut-être 13 heures, peut-être 15 heures pour les plus puissants. Mais à part ça, c'est limité. Ça veut dire que de toutes les choses que je pense être importantes, je vais devoir faire le tri en termes de priorité. Parmi les importantes, quelles sont les prioritaires? Donc, il faut savoir que tu vas devoir prioriser. Et prioriser veut dire quoi? Ce qui n'est pas prioritaire, je vais mettre de côté, même si c'est important. Ça, c'est la décision que tu auras à prendre. Le sixième et dernier principe, avant que je te donne les 9 choses à faire, c'est que créer du temps, c'est planifier et bloquer son temps. Donc, ça va t'amener à planifier et à bloquer ton temps. Si tu veux créer plus de temps, il faut que tu reprennes le contrôle de ton temps. Et l'une des choses qui te permet de reprendre le contrôle de ton temps, c'est de le planifier. Ça veut dire que ce jour, tu planifies comment tu vas utiliser ton temps. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et non seulement tu planifies, mais tu bloques aussi le temps. Ça veut dire que moi, par exemple, chaque jour, j'ai des temps que je bloque
pour des activités que je trouve capitales. Et lorsque j'ai bloqué ce temps, rien ne va venir me faire changer d'avis par rapport à ça. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui a une importance et une priorité à ce moment précis, plus élevée que la tâche que je voulais réaliser dans ce temps que j'ai bloqué. Mais tu dois savoir, tu veux créer plus de temps, il faut savoir que tu dois apprendre à planifier et à bloquer le temps important. Comment, par exemple, tu es un chef d'entreprise, tu es un entrepreneur et quand tu es au lieu de service, quand tu es dans ton entreprise, tu passes le temps à recevoir les gens de 7h30 à 19h. Quand est-ce que tu te concentres sur les activités stratégiques? Quand est-ce que tu te concentres sur la planification stratégique de ton entreprise? Quand est-ce que tu te concentres à définir les process? Quand est-ce que tu te concentres sur les points d'ombre pour pouvoir améliorer la performance de tes équipes? Quand est-ce que tu te concentres à te projeter sur l'avenir pour dire dans 5 ans, dans 3 ans, où est-ce que nous voulons être? Quand est-ce que tu te projettes ou tu te prépares à aller trouver de nouveaux marchés, à aller trouver de nouvelles opportunités pour ton entreprise? Tu es devenu quelqu'un qui gère l'opérationnel, le quotidien. Pourquoi? Parce que tu ne planifies pas ton temps et tu ne bloques pas dans ton temps des moments où tu vas penser stratégie, des moments où tu vas te projeter et tu vas penser aux choses qui vont faire la différence dans ton entreprise. Parce que tu n'as pas compris que créer du temps, c'est le planifier et c'est le bloquer. Donc voilà les 6 principes. Maintenant donc que tu connais ces 6 principes, je vais te donner les 9 choses que tu dois faire. Tu veux reprendre le contrôle de ton temps en créant plus de temps pour te focaliser sur les choses prioritaires, sur les choses qui ont une incidence dans ta vie. La première chose que tu dois faire, ça c'est la première chose, c'est peut-être la plus difficile, c'est qu'il faut que tu recenses l'ensemble de tes activités. Ça veut dire quoi? Essaye de recenser comment tu utilises ton temps. Et la chose est simple, mais pas souvent très facile. Donc c'est pour ça que j'incite les gens à le faire sur 1, 2, 3 fois un mois. Ça veut dire que tu as un bloc-notes, simple bloc-notes, et tu recenses toutes les fois que tu fais une activité, tu notes ça sur ton bloc-notes. Ici, il n'est pas encore question de savoir ce que tu vas arrêter, ce que tu vas changer. Il est question de savoir comment est-ce que j'utilise mon temps en heures et en activité. Ça veut dire que lorsque tu te lèves le matin, première activité, c'est peut-être la prière. Je prends un exemple, tu mets prière, tu mets le temps que tu as alloué à la prière. Peut-être deuxième activité, tu as fait ceci, tu notes. Tu notes. Des fois, pendant que tu fais les activités, tu vas oublier de noter. Mais quand au milieu de la journée, tu dis, ah, je devais noter les activités, tu t'assois et tu te demandes, depuis le matin, qu'est-ce que j'ai fait? Tu recenses et tu essayes de leur donner du temps. Et c'est bien de le faire sur au moins 1 à 2 semaines. L'idéal, c'est de le faire sur 1 mois. Lorsque tu vas recenser ces activités, je veux que toi-même, tu prennes le temps et tu relises tout ça. Tu vas te rendre compte que tu accordes tellement de temps à des choses qui ne te permettent pas d'avancer. Simplement, tu vas voir que tu accordes tellement de temps dans les commentaires, tellement de temps dans les discussions futiles, tellement de temps sur ton téléphone. Est-ce que tu sais que les statistiques disent que les gens passent en moyenne entre 2 heures et 4 heures de temps sur les réseaux sociaux? Mais les gens ne pensent pas à ça. Beaucoup de gens qui te disent que je n'ai pas le temps, ils n'ont pas le temps, mais ils ont du temps sur les réseaux sociaux, ils ont du temps sur leur téléphone. Donc, il faut que tu notes ça. Ça va te permettre d'avoir une vue pointue, précise et détaillée sur comment tu utilises ton temps. J'ai dit, c'est la chose la plus déterminante, mais c'est aussi la plus difficile parce que ça va te demander certaines disciplines. Mais si tu veux vraiment créer du temps pour les choses importantes, je te conseille de faire ça. Prends un bloc-notes et dis-toi que ces 2 semaines-ci ou cette semaine-ci, je vais noter mon temps et je vais voir comment je l'utilise. Quand tu te lèves le matin, tout ce que tu fais, tu notes l'heure. Tu notes l'heure. Si à un moment, parce qu'il y a des gens, à un moment, tu oublies de le faire. Mais des fois, tu te souviens de ça peut-être 2, 3 heures plus tard. Quand tu te souviens, assieds-toi, prends ton bloc-notes, recense les activités que tu n'as pas notées et essaie d'estimer l'heure, le nombre de temps que tu as consacré à ces activités. Tu seras étonné après 1 semaine. Lorsque tu vas regarder ce répertoire, tu seras étonné de ce que, en réalité, tu as trop de temps. Mais c'est qu'une bonne partie de ce trop de temps-là, tu consacres ça à des activités qui ont l'air futiles et qui ont l'air légères, inoffensives, mais qui en fin de compte te bouffent trop de temps. Est-ce que vous savez que quand on dit que quelqu'un passe 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez ce que 2 heures, 3 heures, 4 heures
peut produire en termes de résultats dans la vie de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller sur les réseaux sociaux, mais il faut les réguler. Donc, ça c'est la première chose à faire. Il faut recenser les activités une semaine au moins, pour après regarder le répertoire de ces activités pour déceler les activités dans lesquelles ou les choses que tu fais qui te bouffent énormément de temps et qui sont à la limite inutiles. Ça va te permettre de faire le premier tri. Là, tu vas faire le premier tri. Et très souvent, quand les gens font cette première chose, ils dégagent tellement de temps. Imagine qu'en supprimant ces, entre parenthèses, inutilités, que tu te retrouves avec 3 à 4 heures de plus en une journée. Seulement 2 heures de plus en une journée. Mais c'est énorme. Je dis c'est énorme. 2 heures par jour en une semaine, ça te donne une journée de travail. Et en 52 semaines, ça te donne 52 jours de plus de travail. Ça veut dire 52 jours de plus de productivité. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est maintenant repérer les plus importantes. Dans ce répertoire, quelles sont les activités les plus importantes? Et généralement, moi, il y a 3 choses qui me permet de déterminer si une activité est importante ou pas. La première chose, c'est le pouvoir de l'activité. Ça veut dire, quand je parle du pouvoir de l'activité, ça veut dire que la capacité de cette activité d'affecter mon futur, d'affecter mes résultats ou d'affecter des personnes. Le pouvoir de cette activité. Je prends un exemple. Si je veux devenir, mon projet, c'est de devenir un excellent vendeur, alors l'activité de suivre des cours dans la vente aura un pouvoir élevé parce qu'en développant mes capacités, ça impacte ma capacité à vendre dans le futur et dans les années futures. L'activité, par exemple, de prospection a un pouvoir élevé parce que ça m'aide à développer des compétences et de l'expérience dans la vente qui, en fin de compte, vont faire de moi un meilleur vendeur. C'est ça que j'appelle le pouvoir. La capacité à être affecté positivement ou négativement par cette activité-là. C'est ça qui détermine le pouvoir de l'activité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la proximité. Quand je parle de la proximité, ça veut dire que cette activité-là, quel est l'impact que cette activité-là a sur les personnes qui me sont importantes? Par exemple, si je m'engage dans ce projet, quel est l'impact que ça a sur ma vie spirituelle? Peut-être Dieu est très proche de moi, très important, sur mon époux ou mon épouse, sur mes enfants, sur mes parents, sur ceci. Je juge l'importance de l'activité par rapport à son impact sur des personnes qui me sont proches. C'est pour ça que je parle de proximité. Maintenant, si je me rends compte qu'en m'engageant dans une activité, ça va détruire mon mariage, par exemple, ça va m'empêcher d'être là pour l'éducation de mes enfants, c'est parce que ça va m'occuper au moins pendant les 25 prochaines années de ma vie. Je décide, moi, si c'est moi par exemple, je décide que ce n'est pas une activité bonne pour moi. Même si cette activité a un pouvoir élevé, ça veut dire que ça a le pouvoir de me faire avancer. Si en termes de proximité, ça a un impact tellement négatif sur ceux qui sont proches de moi, ma relation avec Dieu, ma relation avec ceux qui sont proches de moi, alors je trouve que cette activité n'est pas assez importante. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la portée de cette activité. Donc il y a le pouvoir, sa capacité à affecter ma vie positivement ou négativement. Il y a la proximité, quel est l'impact que cette activité a sur ma relation avec les personnes qui me sont très importantes. Ça peut être des relations familiales, amicales, spirituelles, communautaires, je ne sais pas, mais des personnes qui me sont très importantes. Et la dernière chose, c'est la portée. L'impact de cette activité, ça va durer sur combien de temps? Lorsqu'une activité que je fais n'a pas une portée sur plus de 1 an, sur plus de 2 ans, pour moi, ce n'est pas une activité importante. C'est peut-être un loisir, mais ce n'est pas important pour moi. Donc, voilà les éléments, c'est-à-dire le pouvoir, la proximité et la portée de l'impact. Une activité dont l'impact va être sur 20, 30, 40 ans ou jusqu'à la fin de ma vie, je ne m'amuse pas avec ça, comme par exemple ma santé, comme par exemple ma relation avec Dieu, comme par exemple ma relation avec mon épouse et mes enfants. C'est des choses qui ont un impact sur la durée. C'est très, très important de le faire.
C'est pour ça qu'il y a cet exercice de la projection de ton oraison funèbre. C'est un exercice qui a été établi par Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des personnes qui réussissent dans tout ce qu'elles entreprennent ». Il y a cet exercice qui dit « tu te projettes à ton oraison funèbre ». Ça veut dire que c'est toi qui es dans le cercueil. Et il y a les gens dans l'audience, il y a ton époux ou ton épouse, il y a tes enfants, il y a tes proches, il y a tes employés. Et il arrive lors des témoignages. Et on dit à ton enfant de venir témoigner. Et le but de l'exercice, c'est de savoir qu'est-ce que tu aimerais que cet enfant dise de toi. Lorsque ça sera tes collègues, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Quand ça sera un membre de ta famille, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Tu vas te rendre compte qu'en faisant cet exercice, tu vas savoir ce qui est important, qui va compter à la fin. Et ça va te permettre de pouvoir déceler les activités dont la portée est longue ou les activités dont la portée est courte. Et c'est trois éléments-là qui, moi, m'aident à savoir qu'est-ce qu'une activité importante pour moi. Donc, après avoir recensé comment tu utilises ton temps sur 1, 2 semaines, voire 1 mois, la deuxième chose, c'est de repérer les activités importantes. Maintenant, la troisième chose, lorsque j'ai repéré les activités importantes, je dois les ranger par ordre de priorité. Je t'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que c'est important que je dois forcément le faire. Il faut que ce soit important et que ce soit en priorité à ce moment-là. Important. Je peux être en train de travailler sur un projet de recherche important, très important, et c'est une priorité. J'ai bloqué du temps pour ça. Si on m'appelle là maintenant, on me dit que ma mère est dans une crise ou mon enfant est dans une difficulté vraiment sérieuse, à partir de ce moment, à cet instant, la situation de ma mère ou de mon enfant devient prioritaire pour le moment. Dès que je vais résoudre cette situation, je reviens à mon ancienne priorité qui est mon travail de recherche. Donc, c'est un jeu à pouvoir faire. Mais, à part ces activités qui sont des éléments exceptionnels, près de 80 à 90% de notre temps peut être planifié. Donc, des activités importantes là, tu les ranges par ordre de priorité. Je dis pas par ordre d'urgence. Ce n'est pas parce qu'une activité est urgente qu'elle est forcément importante. Ce n'est pas parce que les gens ont besoin de toi maintenant que c'est forcément important. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce que c'est urgent que c'est important. Non, il a besoin de moi. Non, elle veut que je sois là. Non, elle dit que c'est un problème sérieux. Non, tu dois toujours juger par rapport à le pouvoir, à la proximité et pas à la portée. Il y a des gens pour qui c'est toujours important. C'est toujours important. Tu dois toujours arrêter tout ce que tu fais pour les écouter. Mais il faut que tu saches que si tu réponds à toutes les urgences, tu n'auras jamais le temps pour te focaliser sur les choses importantes. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous, tu as besoin de créer du temps maintenant. Tu ne sais plus comment faire parce que tu es toujours en train de répondre aux situations urgentes. Il y a beaucoup de gens qui me disent que mais j'allais faire comment, c'est mon cousin. J'allais faire comment, il est de mon village. J'allais faire comment, mais pas tout le temps. Tu ne vas pas le faire tout le temps. Parce que si tu ne te consacres pas aux activités importantes, si tu te laisses remplir par des choses urgentes, et je dis quoi? Importantes pour les autres qui te sollicitent, mais pas pour toi, alors tu ne réaliseras rien et à la fin, tu seras frustré. Donc, c'est très important maintenant de les ranger par ordre de priorité. La quatrième chose, c'est quoi? Identifier. Maintenant que tu les as rangés par ordre de priorité, maintenant, identifie parmi ces priorités les activités prioritaires quotidiennes, les activités prioritaires semainières, les activités prioritaires mensuelles ou bimensuelles ou trimensuelles. Parce qu'il y a les activités prioritaires, mais que tu n'es pas supposé faire toutes les semaines, que tu es supposé les faire 1 fois par mois, que tu es supposé faire 1 fois par semaine, que tu es supposé faire 1 fois peut-être tous les 3 mois. Tu dois pouvoir identifier. Et lorsque tu identifies les activités, par exemple, prioritaires toutes les semaines, alors d'avance, tu dois bloquer le temps. Tu dis chaque semaine, à tel moment, je vais faire cette activité prioritaire sur le plan de tous les 7 jours. Tu bloques le temps en avance pour ces activités prioritaires, que ce soit dans la journée, que ce soit sur la semaine, que ce soit dans le mois, tu les bloques avant. Moi, par exemple, certaines activités prioritaires, ce sont mes activités de recherche. Certaines activités prioritaires, c'est quand je travaille sur certains projets personnels. Certaines activités prioritaires, c'est le temps que je passe avec mon épouse et mes enfants. Certaines activités prioritaires, c'est mon temps de prière ou des fois mon temps de sport.
sont les activités prioritaires. Il y a peut-être 5 ou 6 choses pour moi qui sont prioritaires chaque jour et je bloque le temps pour ça. Et lorsque j'ai fini ces 5 ou 6 choses, j'ai le temps pour me consacrer à toute autre chose avec la paix dans l'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes activités prioritaires. Donc, il faut que tu identifies les activités prioritaires quotidiennes, mensuelles, bimensuelles, semainières, trimestrielles et bloque le temps en avance sur ces activités. La prochaine chose à faire, c'est quoi? Planifier et bloquer le temps de la journée autour de 6 activités. Pas plus. Moi, je ne conseille pas aux gens d'aller plus. J'ai ce concept que j'appelle « Qu'est-ce que pour toi une journée réussie ?» Pour moi, une journée réussie, ce n'est pas une journée où j'étais occupé de 0 heure à minuit. Non. Pour moi, une journée réussie, c'est autour de 6 autres 7 choses qui pour moi sont prioritaires. Lorsque j'ai fini de faire ces choses, même si ma journée n'est pas finie, pour moi, c'est une journée réussie. Et toi aussi, tu dois pouvoir planifier et bloquer ton temps dans la journée autour de ces 6 choses qui définissent pour toi qu'est-ce qu'une journée réussie. Très souvent pour nous, c'est 3, 4, 5, 6, 7 activités. Que si nous faisons ça, notre journée est réussie. Même si nous n'avons pas fait le reste. Même si nous n'avons pas fait le reste. Si ces 6 choses, chez moi, c'est 6 choses. Si ces 6 choses, je les ai faites, pour moi, j'ai une journée réussie. Et très souvent, avant 14 heures, j'ai fini toutes ces 6 activités. Et imaginez, j'ai à partir de 14 heures le temps libre pour faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux parce que j'ai planifié et j'ai bloqué mon temps sur les activités que je trouve prioritaires en ce jour qui définissent si ma journée est une journée réussie ou pas. Tu dois pouvoir identifier ces activités. Je conseille aux gens de ne pas aller à plus de 7. Moi, au trop 7. Il y a mon sport, il y a ma prière, il y a mes lectures, il y a mes travaux de recherche, il y a mes travaux personnels, il y a le temps que je passe avec mes enfants, il y a des choses et il y a 6 ou 7 activités comme ça. Et lorsque ces activités sont faites, ma journée est réussie. Même si je ne fais plus rien cette journée, je sais que ma journée est réussie. Donc tu dois pouvoir aussi planifier et bloquer du temps dans la journée autour de ces 6 activités ou 7 qui définissent pour toi une journée réussie. En faisant exactement ce que je suis en train de te dire, tu vas dégager tellement de temps que tu auras la peine à croire. La prochaine chose à faire, c'est loger le reste des activités importantes dans la rubrique « Si j'ai le temps libre ». Parce que, je dis, tu ressens ces activités importantes, tu les ranges par ordre de priorité et de ces priorités, tu identifies les priorités quotidiennes, semainières, mensuelles, bimensuelles, trimestrielles. Et après ça, tu planifies et tu bloques le temps de ta journée autour de 6 activités qui définissent si ta journée est réussie ou pas. Et le reste des activités, là, tu les mets dans ce que j'appelle « si j'ai le temps libre ». Ça veut dire que quand, des fois, à 14h, 15h, j'ai fini tout ce qui définit pour moi une journée à succès, je peux me consacrer maintenant sur les activités importantes, mais qui n'étaient pas prioritaires. Parce que c'est dans la rubrique « si j'ai le temps libre ». Mais quand je n'ai pas le temps libre, je ne m'inquiète pas. Pourquoi? On a parlé du deuxième principe. Créer du temps, c'est savoir que je ne peux pas tout faire. Donc le fait que je n'arrive pas à faire ces activités ne crée pas en moi un sentiment de frustration. Parce que je sais que je suis limité dans le temps et dans l'espace. Je suis limité dans mon attention et dans mon énergie. Je ne peux pas tout faire. Mais lorsque je réussis à planifier et bloquer le temps pour les 6 activités importantes de ma journée, il arrive que je dégage du temps. Après avoir fini ces 6 à 7 activités, j'ai encore du temps. J'ai encore 3 heures, j'ai encore 4 heures. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me consacre à ces activités importantes que j'avais mis dans la rubrique « si j'ai le temps libre ». Donc, tout le reste des activités, je dis importantes, pas inutiles, je mets dans la rubrique « si j'ai le temps libre ». Parce que si tu suis exactement ce que je t'ai dit plus haut, tu vas dégager du temps et tu trouveras le temps à des moments, assez de temps pour te consacrer à ces activités importantes, mais qui ne sont pas prioritaires. La prochaine chose à faire, c'est ignorer tout le reste. Celles qui ne sont pas dans les activités importantes ou prioritaires, ou si j'ai le temps libre, le reste là, il faut ignorer tout le reste. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas tout faire. Et tu dois te préserver. C'est aussi important que ça. Donc, ignorer tout le reste. Une chose importante, la prochaine chose, qui consomme trop de temps des gens, que les gens ignorent, ce sont les réunions. Il faut que tu redimensionnes tes réunions. Surtout quand c'est toi qui organises les réunions.
Il y a des gens qui font des réunions 2, 3, 4 fois par semaine, mais ce sont des réunions de 3, 4 heures. Et lorsque tu regardes, on bavarde trop pour ne rien dire. Une vraie réunion, 1, c'est une réunion qui est pas longue. 2, une réunion, on envoie l'ordre du jour avant. Et les intervenants dans cette réunion se préparent avant. Et 4, lorsqu'on est en réunion, il y a quelqu'un qui respecte le temps, qui te donne la parole, il dit tu as 5 minutes. Lorsque tu parles, il te dit il te reste moins 2 minutes. Il y a des réunions de 1h à 1h30 qui sont plus efficaces que des réunions de 6 heures de temps. Parce que très souvent, les réunions de 6 heures de temps sont les réunions dans lesquelles les gens ne se sont pas préparés. C'est pendant la réunion qu'on réfléchit. C'est pendant la réunion qu'on pense à ce qu'on va dire. Or, une vraie réunion, elle est planifiée à l'avance, l'ordre du jour est envoyé à l'avance, les intervenants savent qu'ils vont intervenir à l'avance et le temps qui leur a alloué est défini à l'avance. Et il y a un timekeeper, un modérateur pendant la réunion qui dit tu as 10 minutes. Lorsqu'il te reste 5 minutes, il dit qu'il te reste 5 minutes et il se rassure que tu respectes le temps. Donc, il faut redimensionner tes réunions. Beaucoup de nos temps sont consumés dans des réunions interminables. Il y a des gens qui font des réunions une fois par semaine. Ils disent que c'est la réunion de coordination. C'est de 8h à 18h, 8h à 20h. Il y a quoi dans cette réunion? Très souvent, c'est des signes de manque de préparation. Manque de préparation. Donc, redimensionne tes réunions. Tu vas créer beaucoup plus de temps. Et la dernière chose, planifie le temps des audiences et des rencontres avec les usagers et les membres de ta famille. Tu ne peux pas être un directeur, tu ne peux pas être un fonctionnaire, tu ne peux pas être un entrepreneur et tu passes toute la journée à recevoir les gens. Il faut que tu définisses des heures et que tu dises à ta secrétaire ou à ton secrétaire que je reçois de telle heure à telle heure. Après cette heure-là, je ne reçois plus. Tu dois définir les heures des visites, d'audience et de rencontres. Même avec ta famille, tu dois pouvoir définir. Si quelqu'un t'appelle, il dit qu'il veut venir te voir, tu dis que non, tu veux venir me voir, c'est entre telle heure et tel jour. C'est comme ça qu'on crée du temps. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas pouvoir créer du temps. Donc voilà les 9 choses. Recenser les activités, répertorier les activités. Au courant d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Deuxième chose, repérer les plus importantes. Troisième chose, les ranger par ordre de priorité, pas d'urgence. Quatrième chose, identifier les activités prioritaires quotidiennes, semainières, mensuelles, trimestrielles. La suite, planifier et bloquer le temps de la journée autour des 6 à 7 activités qui définissent pour toi si une journée est réussie. Prochaine chose, loger le reste des activités importantes dans la rubrique « Si j'ai le temps libre ». Prochaine chose encore, ignorer tout le reste, puis redimensionner ces réunions. Et enfin, planifier le temps des audiences, des rencontres et des visites avec les usagers ou avec les membres de ta famille. Si tu fais ce que je viens de te dire là, ces 9 points-là, en respectant les 6 principes que je t'ai donnés, tu vas créer tellement de temps que tu vas te poser la question de savoir « Ah, donc j'avais tellement de temps comme ça » si tu le fais à la lettre. Parce que ce que je te dis, je ne le dis pas simplement sur le plan théorique, c'est quelque chose que je pratique et c'est quelque chose que j'enseigne. Ça va t'aider à créer plus de temps, à te consacrer aux choses importantes et aux choses prioritaires. Et à la fin, tu sais ce qui va se passer? Ça va te donner d'être plus impactant, d'avoir plus de résultats et de pouvoir faire plus de progrès en te consacrant aussi aux personnes qui te sont proches. Parce que moi, je ne conçois pas le succès comme quelque chose où on accomplit des choses extraordinaires au détriment de nos proches. Les deux vont ensemble. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette session. N'oublie donc pas, laisse-nous en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ce qu'on a partagé? Quels sont tes défis? Qu'est-ce que tu as trouvé très intéressant? Quelles sont tes questions? Ça va nous aider à nous améliorer ou à savoir quelles sont les prochaines vidéos que nous allons enregistrer. N'oublie pas aussi, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Like cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.